Monsieur le témoin, rebonjour. Bonjour, Maître Altis. Alors, nous allons passer à un sujet un peu différent, si vous permettez. À une question du procureur, vous avez répondu, et la référence c'est page 43 des transcrits français du 13, c'est-à-dire d'hier, me semble-t-il, ligne 18. Alors, pardon, correction, ce sont les transcrits du 10 mars. 10 mars, page 43, ligne 18. Transcrits français. Alors, et je vous cite. C'est à Abobogar qu'il y avait beaucoup de tueries de la part du commando invisible, et donc il fallait une mesure administrative ou militaire pour empêcher cela. Fin de citation. Alors je vais revenir sur la mesure administrative ou militaire un peu plus tard. Mais je voudrais d'abord vous poser la question de savoir de quelle tuerie vous vous souvenez. Vous nous avez dit tout à l'heure que le commando invisible se répandait partout à Abidjan, qu'il était dangereux partout, que vous aviez été vous-même ciblé. Mais là, vous parlez d'Abobogar et de nombreuses tueries. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples dans ce quartier ou aux alentours de ce quartier, des tueries dont vous vous souvenez? Merci, Maître. Premier quartier, c'est Anokwa Kouté. A-N-O-U K-O-U A Kouté K-O-U-T-E. C'est un sous-quartier d'Abobogar qui a été attaqué par le commando invisible. Il y occasionnant de nombreux morts et de nombreux blessés. Les populations qui en avaient la capacité ont réussi à fuir cette zone-là. Et tous les rescapés qu'on a pu récupérer ont été regroupés dans des églises et dans des temples à Abidjan. Deuxième cas précis, au kilomètre d'IPK-18. Là encore, le commando invisible a encore attaqué des populations civiles. C'est tout, maître. Deux cas précis. D'accord. Et ces populations, devant ces attaques, qu'est-ce qu'elles ont fait? Ce sont des populations désemparées qui n'avaient pour salut que de fuir cette zone-là pour se mettre à l'abri dans des zones plus sûres des cocodis. D'accord. Donc vous disiez, face à ces tueries, toujours c'est je reprends le petit extrait que j'ai cité, il fallait une mesure administrative ou militaire pour empêcher cela. Et vous faites référence à ce que vous disiez 2 lignes plus haut, le même jour, à propos du couvre-feu. Je vais vous citer. C'est donc transcrit français du 10 mars, page 43, ligne 16. Là, et je cite. Compte tenu de la situation sécuritaire délétère dans la commune d'Abobogar, il est donc question d'un couvre-feu dans cette zone-là, mais ce couvre-feu n'a jamais été mis à exécution. Fin de citation. Donc, première question. Vous nous avez expliqué les tueries, en prenant 2 exemples, les tueries de la part du commando invisible. Vous avez dit qu'il fallait une mesure administrative ou militaire. Ici, il s'agit d'une mesure administrative, le couvre-feu. Ma question, est-ce que le couvre-feu était une mesure adaptée
face à ces tueries et désordres? Il a dû avoir une erreur de langage, mais il a été plutôt question, face à cette tuerie-là, de déclarer à Bobogar zone de guerre. Mais cette mesure n'a jamais été appliquée. D'accord. Alors, ça n'a jamais été mis en œuvre. Vous pouvez nous en dire un peu plus pourquoi ça n'a pas été mis en œuvre et... Cela avait été discuté au cours d'une réunion tenue au palais de la présidence sous l'autorité de M. le Président de la République, M. Laurent Gbagbo. Les avis des uns et des autres ont divergé quant à la nécessité de déclarer à Boubacar zone de guerre dans une ville aussi grande comme Abidjan, ça n'aurait pas prospéré. Donc ça n'a pas eu lieu. Pour des raisons que ce n'était pas évident de déclarer un quartier zone de guerre. D'accord. Alors, à propos d'Abobo, est-ce qu'à votre connaissance, après une certaine date, il n'y a plus eu de poste des forces de sécurité ou de position, plus exactement, des forces de sécurité à Abobo? Ou bien est-ce qu'il y a toujours eu des positions à Abobo pendant des forces de sécurité pendant toute la crise? Les postes de sécurité étaient stationnés à l'intérieur de l'escadron d'Abobogar. Et au niveau de la Maca, pour empêcher la progression observée du commando invisible vers Abidjan centre. D'accord. Alors, à propos du commando invisible et d'autres groupes armés pendant la crise, avez-vous été informé en tant que commandant supérieur de la gendarmerie, à un moment donné, et peut-être par exemple avant le début de la crise, c'est-à-dire avant même les élections, juste avant les élections présidentielles, ou pendant les élections présidentielles, ou juste après les élections présidentielles, de l'infiltration à Abidjan de groupes organisés qui devaient déclencher à un certain moment une attaque? Je n'en ai pas eu connaissance, mais avec la présence du commando invisible, ça laisse supposer donc qu'il y a eu des infiltrations au préalable et qui s'est donc réorganisé en commando invisible pour mener des attaques. Avez-vous été informé, toujours juste avant les élections, pendant les élections ou juste après les élections présidentielles, ou à un moment quelconque d'ailleurs, de l'existence de caches d'armes? De caches d'armes, je n'en ai pas eu connaissance, puisque tout se faisait dans la paix pour organiser la sécurisation du processus électoral. Cela n'exclut peut-être pas que des gens qui avaient d'autres intentions
ait organisé des caches d'armes. D'accord. Alors, je vais vous montrer un premier document qui est référencé CIVOTP 0043 04 10. En date du 5 mai 2010. Alors, vous voyez le document, monsieur? Peut-être qu'on peut... Oui, parfait. Est-ce que ça vous va comme agrandissement? Oui. Bon. Alors, est-ce que vous avez... Vous m'excusez une seconde. Alors, monsieur, est-ce que ce document vous a été destiné? Oui, le commandement supérieur en est destinataire. D'accord. Alors, il est intitulé Découverte et saisie d'armes de guerre et d'effets vestimentaires militaires. Et la date, c'est le 5 mai 2010. Alors, je vais très rapidement le synthétiser et vous allez pouvoir le commenter si vous le souhaitez. Donc, il s'agit de la découverte et saisie d'armes de guerre, entre autres. Saisie le 5 mai 2010 au quartier Rang, non loin de la station Afrique Oil, commune d'Anyama, à Anyama donc. Et puis, deuxième saisie au domicile d'un nommé Fofana Baya. Et on parle de RPG, de SIG, de pistolets mitrailleurs, de Kalachnikov, bref, de nombreuses armes, de roquettes anti-chars, de roquettes antipersonnelles, de toutes sortes de munitions, et de cartons, de 4 cartons contenant différents treillis de l'armée, de la gendarmerie et de la police. Tout le monde. Ah oui, pardon. Oui, vous avez tout à fait raison. Confrère, nous allons... Pardon, monsieur, parce que j'étais en train de synthétiser, mais je vais demander à ce qu'on, en même temps que je parle, on le lève pour qu'on puisse suivre. Vous avez tout à fait raison, merci. Quand vous avez lu tranquillement cette première page, on pourra passer à la seconde page. Oui, s'il vous plaît. Alors, peut-on passer à la seconde page, s'il vous plaît? Alors, vous avez lu? C'est vite passé. On ne voit pas le document. Oui. Monsieur, si vous voulez, je peux vous remettre une copie papier. Ce sera peut-être plus simple. Vous voulez? Oui, s'il vous plaît. Alors, monsieur le greffier, s'il vous plaît.
Oui. Bon, parfait. Alors, est-ce que vous vous souvenez de de cet incident particulier, de la découverte de cette cache d'armes? Je ne m'en souviens pas du tout. Et le nom Aondion, qui est sous le cachet en bas, ne me dit rien du tout au niveau de mes hommes qui étaient à Diamant. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez d'autres incidents ou d'autres découvertes, si vous préférez, de caches d'armes? Non, je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens pas du tout. Alors, je vais vous montrer un autre document. Il est référencé CIVOTP 0044 0061. Could you please indicate the level of... Référé d'audience, est-ce que vous pourriez nous dire quel est le niveau, le statut de confidentialité du document? L'objet est une, je cite, proposition de félicitations écrite en faveur des gendarmes de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale, c'est-à-dire l'UIGN. Fin de citation. Alors, il est dit, et je vais synthétiser, je peux bien sûr citer, mais je pense que là, synthétiser rapidement est aussi bien, qu'il y a une opération pour découvrir des caches d'armes à Abidjan et aux alentours, notamment à Anyama, et que les gendarmes ont découvert un arsenal, alors je cite cette fois-ci, ont découvert, je cite, un réel arsenal de guerre composé comme suit: 5 LRPG, 1 AA-52, 1 T-56, 5 SIG, 2 AK-47, 3 PM-MAT-49, 2 fusils calibre 12 de fabrication artisanale et 414 tenues treillis. Fin de citation. Alors, monsieur, d'abord, pour que nous comprenions bien, car nous sommes des béotiens, et vous êtes un professionnel, c'est quoi un LRPG? RPG, c'est une roquette anti-char. D'accord. Donc des armes anti-chars, c'est ça? Oui. Ah, alors, pardon, monsieur, je vais vous demander aussi au greffier de bien vouloir continuer la lecture en même temps que je la faisais, c'est-à-dire de lever le document jusqu'à ce qu'on puisse voir le bas du document. Encore un peu. Très bien. Encore un tout petit peu, qu'on voit la fin. Excellent. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour l'instant parce que je suis en train de vous poser des questions sur les armes dont il est dit qu'elles ont été découvertes. Alors ensuite, un T-56. C'est quoi un T-56? T-56. C'est une arme de poing. « 5 SIG. C'est quoi des SIG? Ce sont des armes qui ressemblent au Kalachnikov. Deux AK-47. C'est quoi un AK-47? C'est des Kalash.
3 PM Mat 49, c'est quoi? Pistolet mitrailleur. D'accord. Et il est fait mention aussi de 414 tenue treillis. Bon. Première question, monsieur. Vous souvenez-vous de cet incident particulier? Je vais reformuler. Vous souvenez-vous de la découverte de cette cache d'armes particulière? Je ne m'en souviens pas du tout. Si ça avait été le cas, on aurait fait une communication par le service de communication des armées, comme vous l'avez vu dans d'autres documents. D'accord. Alors, pour que tout soit clair, je vais demander au greffier d'aller à la seconde page, comme ça vous pourrez la lire. Et peut-être que en lisant le libellé de la proposition, peut-être que la mémoire vous reviendra si jamais vous avez lu cette fiche. Alors lisez tranquillement le document et puis nous en parlons. Oui. Alors, est-ce que cela vous rafraîchit un peu la mémoire? Est-ce que vous vous souvenez de cette découverte particulière d'une cache d'armes ou pas plus que tout à l'heure? Pas plus que tout à l'heure. Si ça avait été le cas, l'individu, on l'aurait déféré. D'accord. Your Honors. Monsieur Desmirgeon, Monsieur le Président. Mr. President. Monsieur le Président. Le Président, oui, Monsieur le Procureur. Monsieur Desmirgeon, est-ce que nous pourrions obtenir une précision au sujet de la date de cette opération? Parce qu'il y a une ou deux dates sur ce document et là, je ne sais plus très bien de quelle période il s'agit. Oui, merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas sûr d'avoir compris exactement le sens de votre intervention, confrère, parce que j'ai lu au témoin un document et je ne peux vous dire que ce qu'il y a sur ce document, que vous en savez autant que moi et j'en sais autant que vous. Et comme le témoin ne se souvient pas de l'opération elle-même, je ne suis pas sûr qu'on puisse obtenir beaucoup plus. When is the... Le Président, mais quelle est la date du document? Monsieur Desmirgeon, Monsieur le Président, le document porte la date du 22 novembre, mais fait référence à une demande du 11 juin, d'où ma demande de clarification. Le Président, oui, certes, mais bon, le document est présenté, versé, et nous tirons les conclusions. Si le témoin, ceci étant dit, ne se souvient de rien, cela ne servira à rien de lui poser la question au sujet de la date. Monsieur Desmirgeon, oui, tant que cela soit bien inscrit et fasse partie du dossier. Le Président, oui, bien sûr, maître Altit. Alors, nous allons nous placer cette fois-ci un petit peu avant la crise de 2010, plusieurs mois avant, mais pas très longtemps. Que saviez-vous, en tant que commandant supérieur de la gendarmerie, d'un recrutement éventuel de mercenaires au Burkina? Avez-vous eu des informations sur un recrutement de mercenaires au Burkina dans les mois qui ont précédé les élections présidentielles ivoiriennes de 2010? Non. D'accord. Avez-vous appris, cette fois-ci plus tard, en cours de crise, si je puis dire, que des
mercenaires avaient été recrutés au Burkina et avaient été rassemblés au nord de la Côte d'Ivoire et qu'ils attendaient le moment de descendre vers le sud de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez eu des informations là-dessus? Non, je n'ai pas d'informations, puisque je n'avais pas d'éléments informateurs au Burkina Faso. Puisque c'est une période de paix normale, je n'ai pas d'informations, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je vais reformuler un tout petit peu parce que je vous ai posé deux questions un peu différentes et je crains de n'avoir pas été assez clair. Alors, c'est vrai, ma première question, c'était recrutement de mercenaires au Burkina en période de paix avant la crise. Quelques mois avant les élections présidentielles, vous avez tout à fait raison. Ma deuxième question, en revanche, c'était savoir si ensuite, après le début de la crise, c'est-à-dire au cours de l'année 2010, enfin au cours de novembre, décembre 2010, janvier, février, mars ou avril 2011, vous avez appris, donc en pleine crise, que des mercenaires recrutés au Burkina Faso avaient été rassemblés au nord de la Côte d'Ivoire. Et pas, ils n'étaient plus au Burkina, là, ils étaient passés au nord et attendaient de descendre vers le sud. Là, on est en pleine crise. Est-ce que vous avez des informations là-dessus à ce moment-là? Non, je n'avais pas d'informations là-dessus. D'accord. Avez-vous eu à un moment quelconque des informations sur le fait que les services spéciaux français organisaient des troupes pour descendre dans le sud de la Côte d'Ivoire et mettre en place le président que la commission électorale avait dit élu, Alassane Ouattara? Non, je n'ai pas d'informations. D'accord. Your Honors. Monsieur Demirjian, Monsieur le Président, il ne s'agit pas tellement d'une objection quant aux questions, mais quelle est la base, quelle est la fondation sur laquelle repose cette question? Le Président, c'est une question. Monsieur Demirjian, oui, bien sûr, mais il faut qu'il y ait des fondements, une base. Il ne s'agit pas de partir à la pêche, d'aller à la pêche. Le Président, mais pourquoi? Et c'est une question. Ça, après tout, ce témoin, c'est le chef de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Toute question qui se rapporte à ses connaissances éventuelles est autorisée par la Chambre. Le président, monsieur Demirjian, oui, mais les informations doivent être basées sur... La question doit se fonder sur des questions... ou sur des informations. Donc, qu'est-ce qui... sur quoi repose cette question, le président? Je pense que le fondement, c'est la présence même de ce témoin, c'est la qualité du témoin, étant donné les fonctions qu'il occupait à l'époque de la crise. S'il sait quelque chose au sujet de tel ou tel autre sujet, je ne vois pas en quoi est-ce que c'est une question qui ne devrait pas être autorisée, qui ne devrait pas être posée à ce témoin. Monsieur Desmaisons, je vous remercie, Monsieur le Président. Maître Altit. Alors, monsieur, vous avez parlé de l'hôtel du Golfe. Que saviez-vous en tant que responsable de la gendarmerie sur le nombre de soldats ex-rebelles devenus force nouvelle qui étaient cantonnés à l'hôtel du Golfe au moment de la crise? On parle de la crise, hein, enfin de la crise de 2010, c'est-à-dire juste avant les élections présidentielles et puis les mois suivants. Il y avait beaucoup de soldats au Golfe. Les soldats des forces armées des forces nouvelles, les soldats de l'ONUCI et de temps en temps des militaires français. Mais je n'ai pas de chiffres exacts. Aviez-vous des informations sur leur armement? Par exemple,
disposaient-ils d'armements lourds? Effectivement, ils avaient toutes sortes d'armes, des armes de poing, pistolets, jusqu'au A52, armes automatiques modèle 52 et des roquettes. D'accord. Saviez-vous quels étaient les responsables ex-rebelles devenus force nouvelle qui se trouvaient à l'hôtel du Golfe? Le chef d'état-major adjoint des forces nouvelles, le colonel Isiaka Ouattara Di Ouattao, était au Golfe avec d'autres militaires, avec d'autres chefs de zone, Chérif Ousmane et bien d'autres. Voilà. Merci.